Bonjour à tous. On va parler de la Cinémathèque française qui ouvre une branche à Marseille. On va parler de quelques changements dans le pass culture. On va parler aussi de doublage, forcément, puisque Amazon a eu l'excellente idée d'intégrer de l'intelligence artificielle à son doublage étranger. Et puis dans les recos, on va parler de Captain America et de Black Box Diaries. Déjà, avant de commencer, vous rappelez bien sûr qu'il existe un Patreon, patreon.com/critflixmedia. Vous allez pouvoir retrouver en exclusivité donc tous les lives, les Critflix et les interviews en avance par rapport aux autres. Le Patreon est entièrement gratuit de base, vous avez juste à être membre pour avoir accès aux articles et aux sorties. Si vous le voulez, vous pouvez donner de 1 à, je crois que j'ai mis jusqu'à 100 euros, je crois, j'ai créé des paliers, 1, 5, 50, 100, etc. Si vous avez un petit peu de sous que vous voulez. Et voilà, il n'y a pas de contrepartie, hein, je vais être franc, j'ai vraiment joué la carte du don et de l'envie d'aider à s'améliorer, à améliorer le matériel, à peut-être pouvoir se payer des voyages pour aller interviewer des gens, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment essentiel pour nous. Donc n'oubliez pas, si vous voulez donner ou si vous avez de quoi donner, d'aller sur patreon.com/critflixmedia. Sinon, vous avez simplement à suivre les autres réseaux comme Instagram par exemple ou sur Threads où je suis un petit peu. Et puis sinon, le Twitch le mardi matin. Et puis Critflix qui sort en podcast tous les vendredis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Vous avez quand même pas mal de sorties dans la semaine qui vous permettent de parler cinéma et séries et télévision. On va faire un gros pavé télévision vendredi avec David dans Critflix. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour pouvoir suivre tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la télévision et au cinéma. Et on en parle avec David de toute façon ce vendredi. Première news du jour. La news du jour, c'est la news numéro 1, c'est la Cinémathèque à Marseille. Alors vous le savez, la Cinémathèque, elle est à Paris, elle est à côté de la gare de Bercy, Auvergne-Bourgogne, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, je crois. C'est un musée qui fait également salle de cinéma par moment et qui va diffuser des films importants avec des débats, des choses comme ça. Et ça a été fondé donc en 1936 par Henri Langlois. Et ils ont décidé, donc il y a eu, donc ça je le tiens à l'article du film français, et dans la Tribune dimanche, a été publié donc du coup un article de Frédéric Bonneau qui a annoncé l'ouverture d'un segment à Marseille. Du coup, pour que puissent profiter les Marseillais et puis tous ceux qui vivent dans le sud de la France, pouvoir profiter d'une branche de la Cinémathèque française. C'est important parce que la Cinémathèque française, c'est quand même le gardien des sceaux de l'histoire du cinéma en France, hein, comme l'Institut Lumière, par exemple, qui a son petit musée aussi, qui est très intéressant si vous avez l'occasion d'y aller. C'est vraiment super chouette, l'Institut Lumière. Il diffuse également des films, hein. C'est Thierry Frémaux qui a tenu ça pendant un temps, si je me trompe pas. Et ils diffusent des films, mais ils ont également un musée annexe à côté des jardins. C'est intéressant d'aller voir la première caméra 3D aussi, hein, puisque les frères Lumière avaient réussi à créer une photo en fait à 360 degrés. Donc c'est vraiment super intéressant. Puis on va pouvoir avoir à Marseille, du coup, une branche de la Cinémathèque qui va recevoir diverses expositions et puis diffusion aussi. Et ils ne feront pas exactement les mêmes choses que la Cinémathèque française apparemment, puisque l'idée c'est de ne pas faire un copier-coller justement de Paris, de proposer deux expériences différentes entre Marseille et Paris, déjà parce que le public n'est pas le même, et puis voilà, pour qu'il n'y ait pas de redite si jamais vous avez l'occasion d'y aller, soit dans l'un, soit dans l'autre. Quand je suis venu à Paris il y a quelques semaines, là je suis allé devant la Cinémathèque, malheureusement j'avais mon train assez peu de temps après ma venue et j'ai pas pu rentrer à l'intérieur, mais c'est un des petits bonus qui m'attend la prochaine fois que je monterai à Paris, c'est d'aller à la Cinémathèque française. C'est vraiment juste à côté de la gare où moi j'arrive, donc voilà, j'ai tout intérêt à aller y faire un tour et voir un petit peu qui s'y fait et ce qui s'y passe. C'est vraiment symptomatique des problèmes de culture et d'accès à la culture, encore une fois, puisque les écoles ne peuvent pas gérer pareil en campagne et en ville où quand on peut aller à pied sans payer un bus, etc., c'est beaucoup plus facile d'utiliser la part collective du Pass Culture que devoir commander un bus, prendre rendez-vous avec le centre culturel où vous voulez aller, etc. Et là, le problème elle-même, effectivement, amener le cinéma dans les petites villes, il faudrait réussir à faire des choses plus mobiles, quoi. Essayer d'emmener des petits musées en camion, des choses comme ça. On a parfois des sorties, hein, des musées qui se retrouvent ailleurs. On a Pompidou qui ferme là pendant quelques années et les œuvres de Pompidou vont se retrouver un peu partout en France et à l'international. Donc on espère pouvoir avoir accès plus facilement aux œuvres du centre Pompidou pendant les années où il est en réparation. Mais effectivement, c'est vrai que devoir aller à Paris ou à Marseille quand on habite vers chez moi, c'est un petit peu compliqué.
Ma deuxième news, du coup, je voulais y revenir. On parlait du Pass Culture il y a quelques instants. Le Pass Culture va changer à partir du 1er mars. Donc, vous le savez, la part collective a été bloquée, gelée pour l'instant. Il n'y a plus de budget pour les écoles, enfin les collèges en tout cas, et les lycées pour pouvoir faire des sorties scolaires. Et donc, il a été de bon ton de revisiter également le Pass Culture dans sa part privée, puisque, bon, bah voilà, il y avait énormément d'argent quand même utilisé pour les élèves de 15 à 18 ans. Donc à savoir que entre 15 et 17 ans, il me semble que vous aviez un budget de 30 euros qui arrivait sur le Pass Culture, qui permettait d'être utilisé pour, encore une fois, je le répète, si vous suivez ces lives, vous devez connaître tout ça, mais je me permets quand même de le répéter pour les deux du fond à côté du radiateur. Donc vous pouviez acheter un petit peu ce que vous vouliez. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter de livres sur Amazon. Il fallait aller en librairie pour utiliser votre Pass Culture. Vous ne pouvez pas prendre un abonnement pour Spotify, mais vous deviez prendre un abonnement pour Deezer. Ça fonctionnait. Et vous aviez droit à 18 ans à 300 euros. Hein. Du coup, 300 euros, petite somme, hein, fort sympathique quand même. Donc voilà, 300 euros, c'est quand même pas mal à utiliser en livre, en théâtre, en cinéma, en ce que vous voulez. Mais il a été revu à la baisse. Et alors attention, pas une attente d'un an, mais à partir du 1er mars. Hein, on est en plein dedans. J'ai un petit peu de retard sur cette news, mais ça fait un moment que je vous la gardais au chaud de côté. Et je vous en parle maintenant. Donc à partir du 1er mars, les élèves âgés de 18 ans n'auront plus 300 euros, mais 150 euros à utiliser jusqu'à leurs 21 ans révolus. Donc ils auront 3 ans pour utiliser leur somme de 150 euros. À 17 ans, ils n'auront plus 30 euros, mais 50 euros. Par contre, en dessous de 17 ans, il n'y a plus de somme accessible pour les 15 et 16 ans. Par contre, ils auront accès grâce à l'application Pass Culture aux offres gratuites. Avant, quand on avait 15 ou 16 ans, on avait une somme d'argent. Et si on était en dessous, on ne pouvait pas créer de compte. Là, on peut toujours créer un compte si on a 15 ou 16 ans. Mais par contre, il n'y aura pas de somme versée sur le portefeuille, mais on aura accès aux séances et aux activités gratuites proposées par les acteurs culturels du Pass Culture. Donc il y a quand même un tout petit avantage à télécharger le Pass Culture quand on arrive à ses 15 ans, c'est de pouvoir quand même profiter de certaines séances gratuites qui ne sont pas forcément gratuites si on n'a pas le Pass Culture. Donc ça c'est quand même... Enfin, c'est pas une bonne nouvelle, hein, parce que dans tous les cas, c'est de l'argent qui n'est plus reversé aux jeunes, mais ça reste quand même accessible pour eux. Il y a quand même quelques offres gratuites qui peuvent être accessibles pour eux via le Pass Culture, donc on essaie de garder le bon côté des choses. Les personnes qui auront 18 ans se verront bonifiées de 50 euros de plus si elles sont dans des conditions particulières, comme par exemple une allocation pour adultes handicapés versée par la sécurité sociale, ou alors avoir un quotient familial de son responsable légal, inférieur à un seuil fixé annuellement. Donc si vos parents ne gagnent pas assez d'argent, si vous êtes un petit peu en difficulté financière, enfin en tout cas si vos parents sont en difficulté financière, ils auront accès, enfin vous aurez accès à 50 euros de plus que les 150 euros normalement versés. Donc vous aurez droit à 200 euros au lieu de 150 si vous êtes dans ces cas-là. Le Pass Culture, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer. Encore une fois, on en avait parlé la dernière fois, c'est une SARL, c'est une start-up qui a monté ça en accord avec le gouvernement. Donc ils ont eu accès à un budget gouvernemental à reverser aux jeunes et via des fonds. Voilà, on ne sait pas trop d'où ça vient. La Cour des comptes a le nez dedans en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais dans tous les cas, Rachida Dati était un peu monté au créneau, notre ministre de la Culture, en disant qu'effectivement c'était chouette de faire le Pass Culture, mais que ça ne permettait pas de diversifier assez les rendez-vous culturels chez les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, un jeune qui adore les mangas va tout dépenser en manga, un jeune qui adore le cinéma va tout dépenser en cinéma. Ce qu'auraient voulu les acteurs du ministère de la Culture, c'était surtout que les jeunes puissent diversifier les offres et aller une fois au cinéma, une fois au théâtre, une fois acheter un livre, une fois acheter un CD, etc., etc., pour diversifier les offres. Donc le Pass Culture avait déjà mis le haut là en disant vous n'avez le droit d'aller voir un film qu'une seule fois, une pièce de théâtre une seule fois, vous pouvez pas aller les voir plusieurs fois, vous avez droit qu'à un seul bien culturel, un seul même bien culturel à la fois. Mais par contre, effectivement, si la personne voulait tout dépenser en cinéma, elle le pouvait. Donc ça peut vite devenir redondant et puis surtout, ça enferme la personne dans ce qu'elle aime déjà au lieu de créer de la diversité culturelle, ce qui était le but à la base pour le Pass Culture. Nous, on en a discuté lors du dernier conseil d'administration. On a une petite frayeur sur le manque de spectateurs qui ne pouvaient pas se payer le cinéma sans le Pass Culture et qui peut-être ne viendront plus au cinéma maintenant qu'ils ont une somme beaucoup plus réduite, effectivement, via le Pass Culture. C'est une question qui se pose. Est-ce que ça a attiré les jeunes sur l'arrêt-essai? Je vais t'avouer que non, pas vraiment. Les jeunes venaient surtout se payer le Pass Culture, surtout pour venir voir des comédies romantiques ou des comédies tout court, voire des films d'action. C'est-à-dire des films qui leur plaisent. On a encore ce même souci,
C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas de contrôle à l'entrée du film que va aller voir le jeune avec son pass culture. Si on voulait vraiment contrôler et proposer du culturel aux gamins, il faudrait leur dire, bah ok, le pass culture, bien, mais par contre, vous ne pouvez aller voir que des films qui sont soutenus par l'AFCAE, par exemple. Là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant, effectivement, de les lancer dans quelque chose d'inédit, ou alors sur les films soutenus 15-25. En ce moment, l'AFCAE fait énormément de publicité sur les films qui sont soutenus pour les 15-25. Ça peut être effectivement uniquement les films soutenus par le segment 15-25 de l'AFCAE. C'est des solutions que moi je propose, voilà, ne m'en tenez pas rigueur, c'est des choses qui peuvent être discutées en amont avec les exploitants. Après, est-ce que le dialogue est ouvert avec le Pass Culture et avec le ministère de la Culture et le FNCF ou l'AFCAE? Ben ça, malheureusement, c'est dans les petits papiers du gouvernement, j'y suis pas, donc je peux pas dire. Mais après, on en revient toujours au débat, est-ce qu'un manga, c'est de la culture? Il y a des adultes pendant des années qui ont répugné le manga en disant, ou la BD en disant que c'était des trucs de gamins et que c'était pas un art. Et aujourd'hui, à force de défense et de monter au créneau, on considère que le manga est un art à part entière, ainsi que la BD, tout comme l'a été le cinéma quand il a été créé également. On l'a vu comme un commerce au début ou comme une curiosité et que maintenant il est considéré comme un art. Donc, est-ce que tout film n'est pas finalement quelque chose d'artistique, quels que soient tes goûts, que tu ailles voir Spider-Man ou le dernier film de Godard? Ça, malheureusement, je vais dire, c'est pas à moi que ça appartient de décider de ça. La news numéro 3, on va parler de l'intelligence artificielle. Je reviens souvent dessus, mais c'est normal, c'est un débat récurrent en ce moment. Il y a des choses qui sortent toutes les semaines sur l'intelligence artificielle et sur ce qu'elle apporte ou n'apporte pas à la culture et à la vie en général, hein. Voilà, on peut l'utiliser pour demander des recettes à ChatGPT, mais on peut aussi lui demander de créer un visage complètement artificiel. Il y a une société de production qui vient de se lancer là-dedans. C'est très drôle puisque il y a une société qui promet aux boîtes de production de faire des films pour 500 000 dollars maximum, uniquement avec de l'intelligence artificielle. Donc voilà, en gros, tu mets un scénario dans le prompt et il te crée un film en 3D, voilà, tout prêt à sortir sur les grands et les petits écrans. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais ça fait extrêmement peur parce que ça évolue tellement vite que plus on leur demande des choses, plus ils apprennent, plus ils deviennent proches de la réalité. Et c'est vrai que ça peut vite devenir inquiétant. N'empêche que Amazon, qui avait déjà fait une proposition, du coup, enfin non, alors attention, on revient dessus, que je dise pas de conneries. La société Eleven Lab, qui a été contactée par Amazon pour faire le doublage sur le prochain film avec Sylvester Stallone, avec une voix d'Alain Dorval refaite en intelligence artificielle, ça a été remarqué parce que la fille d'Alain Dorval avait demandé à faire des tests qu'elle n'aurait pas confirmés, enfin qu'elle n'aurait pas approuvés, mais ce test aurait quand même été délivré sous forme de bande-annonce sur les réseaux sociaux, mais Amazon n'a jamais fait de communiqué, ils n'ont jamais annoncé que ce film-là sortirait avec la voix d'Alain Dorval en version intelligence artificielle. Le film est prévu normalement pour ce mois-ci, mais je me demande s'il sort pas demain, normalement d'ailleurs. À voir si la voix d'Alain Dorval sera refaite en intelligence artificielle ou pas. Dans tous les cas, Amazon devra le mettre en avant parce que sinon ça risque de ne pas plaire aux gens. Donc ça, c'est la première chose. Ça a été remarqué, ça a été mis de côté. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que Amazon a décidé de proposer des séries et des films doublés par intelligence artificielle pour des pays principalement pour le marché latino-américain. Je cite: pour vendre sa vaste librairie en streaming accessible à davantage d'utilisateurs, Prime Video va commencer à proposer du doublage en IA sur des films et des séries qui n'auraient pas été doublés par ailleurs, par des acteurs humains, a indiqué Amazon. YouTube a été la première plateforme à proposer du doublage intégralement fait en intelligence artificielle. Voilà, après une phase de test, le site a ouvert très largement en décembre la possibilité pour les créateurs de contenu d'être doublés automatiquement. Donc il faut bien comprendre que tout ça est encore et toujours une phase de test. Le problème de l'intelligence artificielle, et c'est le cas de pas mal de technologies, parce que les géants du streaming se veulent être en avance en permanence, c'est des phases de test. C'est-à-dire que si ça marche pas, ils l'enlèveront, mais ils ont l'air d'être déterminés à gagner un maximum d'argent avec cette intelligence artificielle, et donc de faire par exemple, du doublage directement en intelligence artificielle. On va quand même avoir 12 films et séries qui vont être
redoublés par intelligence artificielle. C'est inquiétant parce que c'est quelque chose de complexe. On a envie de travailler avec l'intelligence artificielle. Moi, le premier, hein, j'ai vraiment envie. C'est une technologie qui est absolument énorme. Enfin, je veux dire, quand t'as pas d'idée d'un truc, quand t'as envie de poser une question et que t'as pas d'interlocuteur connu qui peuvent y répondre, ça te donne déjà un indice en fait quand tu utilises. Moi, j'utilise beaucoup de ChatGPT pour trouver des recettes de cuisine ou répondre à des questions. Je ne prends pas cette réponse pour argent comptant. Attention, ne prendre jamais la réponse d'une intelligence artificielle pour argent comptant. Mais par contre, ça peut donner une voie, ça peut donner une indication sur où aller chercher et de quelle façon. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Mais en tout cas, ça peut donner des idées si on ne se laisse pas prendre au jeu de penser que c'est autre chose qu'une machine derrière. Mais vraiment, moi, je suis quand même plutôt content de ce que ça peut donner au niveau bureautique, de l'aide que ça peut apporter au niveau bureautique. C'est quand même hyper intéressant. Après, au niveau créativité, par contre, je suis complètement contre, on en a déjà parlé. Je trouve qu'on est assez intelligent et humain pour créer pour, facilement et à des prix relativement corrects. Il faut bien penser que les studios qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour économiser de l'argent, c'est pour gagner de l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. L'intelligence artificielle, si les studios étaient dans la merde financièrement et qu'il n'y avait pas d'argent nulle part, etc., je comprendrais, voilà, on utilise l'intelligence artificielle pendant quelques mois, histoire de soutenir un peu les caisses de studios qui vont mal. Bon, ben voilà, on fait un peu comme on peut, je comprendrais. Mais là, les sociétés de production qui veulent utiliser l'intelligence artificielle sont des sociétés de production qui ont les moyens de mettre des milliards de dollars là-dedans. Donc c'est ça qui est absolument dingue, c'est de se dire que ces gens-là ont l'argent pour payer des gens et qui préfèrent le mettre dans la recherche pour l'intelligence artificielle. C'est quand même assez dingue. Est-ce qu'on passerait pas à notre dernière news? Notre dernière news, elle concerne un phénomène chinois, un phénomène d'animation. Alors tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait que s'extasie du succès du film et se demande pourquoi il n'a pas encore été distribué en France, pourquoi il n'a pas de distributeur en France. Eh bien ça y est. Ça y est, après quelques semaines de retard, c'est même pas un grand distributeur qui va le faire, c'est Trinity Cineasia qui a obtenu les droits pour 37 territoires différents. Alors il faut savoir que c'est un record hein, pour donc ça s'appelle Neza pardon 2. C'est un film assez classique d'animation. On a un peu de mal à comprendre pourquoi il a autant de succès en Chine, mais c'est un film d'animation sur un petit garçon qui est rejeté par la société et qui va avoir un rival et qui va affronter ce rival pour pouvoir devenir voilà un enfant accepté malgré ses différences. Le film a dépassé le milliard sur le seul pays donc de la Chine. Donc Trinity Cineasia va distribuer le film au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France, en Espagne, etc., etc., à compter du 21 mars. Et ensuite, donc les dates arriveront un peu plus tard pour la France. Pourquoi il ne faut pas s'extasier de ne pas voir ce film-là? Ben encore une fois, parce que vous verrez jamais les Bodins ou les Tuches en Chine, tout simplement. C'est des films qui ont énormément de succès. Vous vous rendez pas compte du nombre de films qui font des millions d'euros dans leurs pays respectifs et qui n'arrivent jamais en France. C'est un truc de fou, mais en fait, quand on voit que chez nous, c'est les Bodins ou les films de Lachaud ou les grosses comédies françaises qui font des millions, un petit truc en plus, le petit truc en plus. Alors maintenant, avec les plateformes, c'est légèrement différent. Mais il faut bien comprendre que si un petit truc en plus était sorti il y a 10 ans, il avait fait 10 millions d'entrées, ça ne veut pas dire qu'on l'aurait vu à l'international. À la limite, il aurait été racheté par les Américains. D'ailleurs, ça y est, c'est le cas. Artus l'a annoncé. Un petit truc en plus. Les droits d'un petit truc en plus ont été rachetés par les Américains pour en faire un remake. C'est même pas pour le diffuser là-bas. C'est ça qui est marrant. Ils vont en faire un remake. Les Américains vont faire un remake d'un petit truc en plus. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont cette foutue habitude de vouloir faire des remakes de ce qui fonctionne en France. Et d'ailleurs dans les autres pays, hein, ils veulent toujours leur truc à eux. C'est toujours moins bon en plus, hein, mais bon. Écoute, c'est comme ça. Ils ont eu le dîner de con avec Steve Carell, c'était un bide, c'était nul à chier. Et ben écoute, on fait. Faites comme vous le sentez, mais voilà. C'est pas la première fois que ça arrive. Alors, l'avènement des réseaux sociaux font que maintenant on entend un peu plus parler de ces succès-là, mais avant il y avait énormément de succès qui tapaient le million d'entrées et les plusieurs millions de dollars au box-office dans leurs pays respectifs et dont on n'entendait jamais parler en France parce que, parce que ça fonctionne pas chez nous, parce que les blagues fonctionnent pas, parce que la traduction fonctionnerait pas, ce genre de choses. Moi, je me souviens d'un film qu'on avait diffusé qui avait fait un bid en France, moi que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé sympathique, ça s'appelait Un prof pas comme les autres, c'était un film allemand qui avait fait mais des millions d'entrées en Allemagne. Il a eu d'ailleurs 2 ou 3 suites, je crois qui avait eu un succès de fou là-bas. Et en fait, chez nous, le film a fait à peine une centaine de milliers d'entrées, en fait.
Parce que l'humour correspond pas, parce qu'on n'a pas le même humour qu'en Allemagne, parce que en fait parfois il y a des jeux de mots mais quand tu les traduis ça fonctionne pas, parce que le comique de situation est pas le même, parce que les acteurs jouent pas pareil. Donc ça sert à rien de dramatiser le truc et de s'extasier, enfin pas de s'extasier, mais d'être frustré de ne pas voir le film tout de suite et pourquoi les Français n'ont pas vu que c'était une bombe, que c'était un succès mondial, etc. Non, c'est un succès dans leur pays à eux, c'est normal. Voilà pour ma quatrième news. Bah écoutez, au niveau des recommandations, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai vu Captain America Brave New World, donc qui est sorti il y a quelques semaines, et que j'ai trouvé, eh ben, pas si mal, hein. Pas si mal. Alors, il est un peu aux F+, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai oublié bien après, enfin, quelques temps après l'avoir vu. Mais n'empêche que j'ai passé un bon moment. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai trouvé que les références étaient pas trop appuyées, donc je pense que quelqu'un qui a pas vu les autres films, ils font référence, normalement, devrait comprendre à peu près tout ce qui se passe. Ça reste une enquête politique un peu secrète. Moi, j'aime bien ce genre de film des années 2000, tu sais, qui était un peu contre-espionnage, espionnage, un peu à la mémoire dans la peau, shooter-tireur d'élite, ce genre de truc, où voilà, finalement, il y a un secret d'État et le héros essaye de découvrir ce qui se passe. Et ben, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, j'ai bien aimé le scénario, j'ai trouvé ça assez simple. Harrison Ford, il fait le taf, hein, franchement. Je m'attendais à ce qu'il fasse le minimum syndical pour toucher son chèque, mais franchement, il se donne à fond et ça, c'est cool. Anthony Mackie essaye de faire du mieux qu'il peut, mais j'ai un peu de mal avec cet acteur. Je trouve qu'il en fait parfois un peu trop. Mais n'empêche que voilà, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des enjeux assez intéressants. Attention, par contre, le personnage d'Isaiah, du coup, qui bah, est un personnage de la série Captain America qu'ils ont intégré au scénario. Donc c'est vrai que si vous avez vu la série, c'est quand même mieux. Si vous l'avez pas vu, dans l'ensemble, vous devriez comprendre à peu près qui il est, puisqu'il le répète plusieurs fois dans le film qu'en fait c'est le premier Captain America, après Captain America, qui a été enfermé en prison après des tests, etc. Donc ça c'est dit. Donc si vous faites attention au dialogue, normalement vous devriez tout comprendre, c'est juste que vous n'avez pas les détails. Comme si vous avez pas vu la série, vous n'avez pas les détails de l'histoire, mais voilà, en gros, vous comprenez qui est qui, donc ça c'est quand même assez intéressant. Ma deuxième recommandation, c'est Black Box Diaries. Ça sort le 12 mars, donc ça sort demain. C'est un documentaire qui est pour l'instant toujours interdit au Japon. Il y a une pétition d'ailleurs, si vous voulez aller la signer. Il y a une pétition qui a été mise en place par le distributeur qui s'appelle Anabi pour pouvoir essayer de faire parler du film au Japon et essayer de trouver un distributeur là-bas. Alors, c'est pas qu'il est interdit, c'est que pour l'instant, aucun distributeur n'ose distribuer le film. Pourquoi? Eh bien, ça raconte l'histoire de Shiori Ito, qui est une journaliste qui a travaillé pour un grand journal japonais et qui, lors d'une soirée, a été invitée par son patron dans une chambre d'hôtel où elle a été agressée sexuellement pendant la soirée. Et la plupart du temps, au Japon, quand ce genre d'affaires arrive et que la personne veut porter plainte, on arrive avec une grosse enveloppe à sa porte. On lui dit, bah écoute, pour le dédommagement, merci, au revoir, tu te tais et tu auras une belle carrière. La réalisatrice, elle, a décidé de ne pas se taire, elle a décidé de monter au créneau, et pire encore, elle a décidé de porter plainte, et on va suivre dès le début de cette malencontreuse aventure, on va suivre tous les moments importants de sa vie. Elle a filmé énormément au téléphone, elle a essayé d'avoir un maximum d'informations, mais elle a eu beaucoup de mal à convaincre les flics qui ont pris la plainte, elle a eu énormément de mal à rentrer, enfin à trouver un avocat, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que son patron, enfin son ex-patron, la personne qui l'a agressé, est un proche, à l'époque était un proche du Premier ministre japonais. Et qu'il arrivait à passer entre les mailles du filet, du début à la fin, à chaque fois qu'elle essayait d'aller un peu plus loin, un pas en avant lui faisait faire deux pas en arrière, et elle se retrouvait face à une porte fermée. Et ça a été très compliqué pour elle, et on va suivre la création de son livre, la création du film, on va suivre son enquête, autant que son procès, et c'est vraiment très 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 intéressant. C'est un film qui est bouleversant dans la manière dont elle a essayé de documenter ce qui lui est arrivé, dans comment elle le supporte, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a montré tous les moments de vie. On pourrait, comment dire, elle n'a pas essayé de se victimiser dans le film, et ça c'est très intéressant. C'est que par moments, elle montre des moments où elle est un peu sous dans un bar en train de rigoler avec des copines. Elle montre des moments où elle est désespérée. Elle montre des moments où elle a une vie tout à fait normale et banale. Et ça, c'est très intéressant, c'est de montrer que oui, entre les procès, entre les jours de procès, entre les rendez-vous avec les avocats, entre les rendez-vous avec les policiers, entre les plaintes, elle essaye d'avoir une vie normale.
elle y arrive un peu, pas tout le temps, et elle a le droit en fait d'avoir une vie normale. On n'est pas, quand on est victime de viol ou d'agression sexuelle, on n'a pas à rester chez soi. On n'est pas obligé, pour le bien de la société, pour montrer à la société qu'on est malheureux, on n'est pas obligé de rester chez soi. On a le droit d'essayer de recommencer à vivre. Et elle le montre très très bien. Et voilà, je suis absolument ébahi par la force de cette femme et de ce qu'elle a accompli. Je crois que le documentaire est sur quasiment 8 ans, 8 ou 9 ans. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc ça s'appelle Black Box Diaries. Ça sort dans quelques cinémas en France. À mon avis, ça va pas être énormément distribué. J'espère qu'il va fonctionner sur le long terme avec des rendez-vous de spécialistes, de juristes, de policiers, de gendarmes ou de choses comme ça qui pourront accompagner le film pour qu'il fasse un maximum de bruit et surtout en espérant qu'il puisse être diffusé dans son pays d'origine, parce que vraiment, c'est important. C'est vraiment important. On va terminer tout doucement ce live en rappelant que vous aurez, du coup, nous sommes mardi, vous aurez demain pour les Patreons, les membres Patreon, vous avez l'interview de Emmanuelle Chevalier, directrice des films du Préau, qui sortira en audio sur la page Patreon. Attention, le disclaimer est disponible avant le podcast. J'ai eu un gros souci de son, mais Emmanuel a quand même bien voulu que je sorte le podcast, donc je suis ravi de pouvoir vous le diffuser. J'espère que vous serez indulgent avec l'écoute de ce podcast qui a été, grâce à l'IA, justement réparé. Donc j'espère que ça vous plaira. Les échanges ont été vraiment très intéressants. On apprend plein de choses sur la distribution de programmes de court-métrage. Et vraiment, je suis très très content d'avoir pu faire ça et j'espère pouvoir refaire une interview avec elle plus tard avec du matériel de meilleure qualité. Je l'espère vraiment. Donc voilà, demain, sortie sur Patreon de l'interview d'Emmanuel Chevalier des films du Préau. Vendredi, un nouveau Critflix. Dimanche, le replay de ce live en audio. Et puis on recommencera la semaine prochaine, de nouveau mardi, avec une nouvelle matinale, des nouvelles news, un nouveau Thomas, un nouveau David, et peut-être un petit peu plus de monde sur ce live. On verra bien. Si vous êtes présent, je sais que le mardi matin c'est parfois embêtant pour beaucoup de monde. Moi le dimanche matin pour l'instant je n'ai pas trop l'occasion de pouvoir faire des lives, ça a été assez exceptionnel la semaine dernière. Pourquoi pas en refaire si j'arrive à trouver un créneau ou un lieu approprié pour le faire, ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'on était quand même vachement plus dimanche dernier. Mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir en tout cas de pouvoir vous parler de tout ça et d'être présent en tout cas une fois par semaine avec vous. Et de toute façon, vous écoutez beaucoup hein, en podcast et en replay. C'est un grand merci d'ailleurs à tout le monde parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'écoutes et de visionnages sur YouTube de la matinale, la version coupée. Donc merci beaucoup d'aller regarder ça. On gagne des abonnés petit à petit. Donc ça fait vraiment, vraiment très, très plaisir. Et puis voilà, effectivement, c'était une exclue Critflix. Tout ce qui est annoncé ici est est en exclusivité. Donc Thomas est souvent le premier averti. Merci beaucoup pour cette matinale. Merci beaucoup si vous êtes en replay. Merci beaucoup si vous êtes en podcast. On se rejoint la semaine prochaine, ou en tout cas plus tard dans la semaine pour d'autres émissions. À très bientôt tout le monde et bonne fin de matinée ou de bonne journée si vous nous écoutez plus tard. À plus!